Bon, donc je pense qu'on va commencer. On est un petit peu en retard sur l'horaire parce que la présentation précédente était juste trop intéressante. Donc, j'ai 30 minutes. Je vais essayer d'être dans les temps. Donc, je me présente. Je m'appelle Sarah Turgeon-Desilets. Je suis physiothérapeute à l'hôpital de Montréal pour enfants. J'ai gradué en 2013, puis j'ai complété par la suite des études en santé publique. Puis maintenant, j'œuvre à titre de physiothérapeute, évidemment, à l'hôpital de Montréal pour enfants. Puis je me spécialise surtout avec une clientèle néonatale, donc tout jeune, puis avec une clientèle avec des diagnostics de maladies neuromusculaires. J'ai un fort intérêt pour la recherche clinique. Donc, pour cette raison-là, je suis impliquée dans plusieurs projets de recherche, notamment pour l'amyotrophie spinale. La raison pour laquelle je suis ici ce matin, donc pour vous présenter les outils d'évaluation principaux qui existent en physiothérapie pour l'amyotrophie spinale. Vous allez voir ce matin, c'est vraiment un survol. Donc, il ne s'agit pas d'une formation précise et détaillée pour chaque outil. On aurait besoin de 2 jours. C'est vraiment un survol. Puis, après la présentation d'aujourd'hui, moi, je reste à votre disposition si jamais vous avez des questions, vous voulez faire des visioconférences, des petites rencontres pour qu'on discute un petit peu plus en profondeur de chacun des outils. Donc, rapidement, je vais vous présenter les objectifs de la présentation. Courte épidémio-pathophysiologie sur la maladie. Je pense que la présentation précédente nous a tous remis en perspective. On est prêt à commencer. Ensuite, on va passer au niveau du spectre de la maladie, puis on va entrer rapidement là, dans le vif du sujet. Donc, les outils d'évaluation clinique pour les patients atteints d'amyotrophie spinale. L'objectif principal que j'avais aujourd'hui, là, c'était vraiment d'offrir aux cliniciens la possibilité de choisir l'échelle fonctionnelle la plus appropriée aux patients à évaluer en clinique. On connaît tous le temps qui est limité pour nos évaluations dans un contexte clinique, donc c'est important de vraiment choisir le bon outil qui est le plus efficace, mais aussi le plus fiable. Donc, rapidement, on sait tous ici que l'amyotrophie spinale, bon, c'est une maladie qui est relativement rare, donc son incidence est plus élevée qu'on pourrait le croire. C'est une maladie génétique autosomique récessive. Puis, dans la salle, on est à peu près une quarantaine aujourd'hui. Il y en a peut-être un sur l'ensemble de la salle qui est peut-être porteur génétique de la maladie. Comme vous voyez sur le petit diagramme en bas à droite, c'est le type 1 qui a la plus forte incidence. Puis, en gros, là, l'amyotrophie spinale, c'est une absence ou une mutation sur le gène SMN1 sur le chromosome 5q12.2-q13.3. Donc, j'assume que tous les participants ici dans la salle sont au courant des types principaux de l'amyotrophie spinale, mais rapidement, là, le type 1, c'est la forme la plus sévère de la maladie, qui est communément appelée aussi l'amyotrophie spinale ou de Wernig-Hoffman, donc celui qui l'a trouvé là, dans les années 1880. Type 2, il s'agit d'une forme intermédiaire. Donc, la présentation précédente, là, la petite cocotte de nos 2 invités qui ont présenté, elle est atteinte là, du type 2 de la maladie. Type 3, c'est la forme légère de la maladie. Puis le type 4, c'est une amyotrophie spinale qui va se manifester à l'âge adulte, donc souvent après la vingtaine. Je vous ai fait un petit diagramme ici qui classifie là, les formes principales de la maladie. Donc, encore une fois, type 1, c'est la forme la plus sévère. Quand on suit l'histoire naturelle de la maladie, c'est ce qu'on va retrouver chez nos patients. Okay? Donc, le type 1 vont habituellement avoir l'incapacité de s'asseoir de façon autonome, vont avoir une espérance de vie qui est très limitée, vont souffrir de problèmes respiratoires. Puis, comme on peut distinguer chacun des types d'amyotrophie spinale selon leur copie de SMN2, les types 1 vont habituellement avoir 2 copies. Donc, le nombre de copies de SMN2 va nous aider vraiment à avoir une meilleure idée de la sévérité de la maladie. Au milieu, vous voyez une cocotte qui souffre du type 2. Donc, il s'agit de la forme intermédiaire de la maladie. Les enfants vont habituellement, là, si on suit l'histoire naturelle de la maladie, être en mesure là, de s'asseoir de façon autonome, puis dans certains cas, de se mettre debout. Leur espérance de vie va être diminuée. Puis, ils vont habituellement avoir des malformations squelettiques. Au niveau du nombre de copies de SMN2, la plupart de ces patients-là vont en avoir 3. Type 3, au niveau de l'amyotrophie spinale, il s'agit de la forme légère de la maladie. Donc, c'est des patients qui vont, à un certain point, être des marcheurs.
Puis, dans la majorité des cas, ils vont avoir une espérance de vie qui est normale. Ils vont souffrir là, souvent de faiblesses qui sont proximales. Puis, leur nombre de copies d'SMN, c'est 3 ou 4. Ça, c'est un petit résumé rapide là, des classifications principales, donc celles qu'on va voir le plus souvent en clinique. Je vous ai fait un petit tableau qui classifie la maladie selon la classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé. Hein? Donc, les physiothérapeutes, vous allez vous reconnaître ici avec ce beau petit diagramme. Donc, à gauche, au niveau de la structure anatomique, les patients qui ont l'amyotrophie spinale vont souffrir de contractures, fatigue, un gros problème au niveau de l'endurance, incapacité au niveau de la fonction respiratoire, des douleurs progressives et des faiblesses. Au niveau des activités, donc les fonctions de la vie quotidienne, c'est des patients qui vont être atteints au niveau de leur équilibre, de la marche, de leur fonction motrice fine, de leur alimentation et évidemment au niveau des étapes cruciales de leur développement. C'est des enfants, des adultes qui vont avoir de la difficulté au niveau de l'intégration au niveau de la vie quotidienne à l'école, au niveau des sports, puis au niveau de la famille. Okay? Donc, notre rôle en tant que thérapeute, c'est surtout d'être présent au niveau des activités. Okay? Mais c'est surtout de trouver en clinique l'outil d'évaluation qui est le plus approprié. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on choisit un outil qui est spécifique à la maladie ou on se fie aux normes qui sont déjà existantes? Okay. C'est prouvé qu'un outil qui est spécifique à la maladie, oui, va suivre une séquence développementale. Ça va dépendre de l'âge et du type d'amyotrophie. Mais l'avantage pour nous en clinique, c'est qu'un outil qui est développé spécifiquement pour la maladie va être sensible à la sévérité puis aux comorbidités qui sont associées avec le diagnostic. Puis en tant que thérapeute, c'est intéressant parce qu'en clinique, ça va nous permettre une sensibilité quand on parle des extrêmes. Okay? Donc, un patient qui est très fonctionnel ou un patient qui est très peu fonctionnel, bien, on a la chance d'avoir une petite sensibilité au niveau des scores extrêmes. Donc, un outil qui va être développé spécifiquement pour un patient qui a l'amyotrophie spinale, bien, ça va nous permettre une meilleure tolérance justement au niveau des effets là, plancher puis plafond. Donc, je vous ai fait ici une petite liste. Okay? Vous allez voir au centre, quand on veut évaluer les activités, okay? Donc les tests standardisés qui existent pour l'amyotrophie spinale, je vous ai fait une liste. Okay? Vous allez avoir accès à cette présentation-là par la suite, c'est évident. Là. Mais je vous ai fait aussi une liste un petit peu plus détaillée au niveau des tests standardisés qui existent, mais qui sont les plus utilisés en clinique, pour plusieurs raisons, notamment pour leur validité, pour leur fiabilité, mais aussi pour leur temps d'évaluation, puis pour la facilité qu'auront les examinateurs à performer là, au niveau de ces tests-là. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va vraiment réviser quelques-uns très rapidement, puis ensuite, là, je vais vous expliquer où vous pouvez retrouver ces tests-là, puis je vais rester à votre disposition dans les prochaines semaines si vous avez des questions. Donc, il y en a 6 qu'on va regarder un petit peu plus en profondeur. Commençons. Donc, le premier test dont je voulais vous discuter, c'est le WHO Motor Milestone, donc un test qui a été développé là, par des collaborateurs avec l'Organisation mondiale de la santé. C'est un test qui va venir évaluer 6 habiletés de motricité globale. Ça va donc refléter là, le développement typique au niveau des 18 premiers mois de vie de l'enfant. C'est des items qui sont hyper faciles à évaluer. C'est discret. Est-ce que l'enfant peut s'asseoir? Oui, non. Est-ce que l'enfant peut se mettre debout? Oui, non. Mais après ça, c'est quoi se mettre assis de façon autonome? C'est quoi se mettre debout de façon autonome? OK? Donc, c'est cliniquement significatif comme test. Ça a été évalué depuis plusieurs années. Donc, au niveau longitudinal, c'est bien évalué. Puis, comme vous pouvez voir ici, c'est très intéressant au niveau visuel parce qu'on a la fenêtre là, d'habileté, de performance. Donc, vous pouvez voir là, en bas à gauche, la position assise sans support. On s'attend normalement à ce que ça soit atteint entre l'âge de 4 et 9 mois chez un enfant qui se développe de façon normale. Donc, quand je vous disais, bon, c'est quoi là, s'asseoir de façon autonome, on a aussi, avec le test, une description vraiment des critères de performance des 6 habiletés de motricité globale un petit peu plus en détail. Donc, avec ce test-là, s'asseoir de façon autonome, ce que ça veut dire, c'est s'asseoir avec la tête bien droite, sans appui au niveau des mains, au niveau des bras, pour 10 secondes. Okay? Puis, vous avez encore des détails pour chacune des positions qu'on va venir évaluer. Par exemple, la marche de façon autonome, pour ce test-là, c'est prendre 5 pas sans appui, sans assistance, pas la main de maman, papa, ni du clinicien en clinique. Okay? Donc, c'est un test qui est très rapide à administrer, item discret,
c'est clair, c'est bref. Il y a des avantages et des inconvénients, mais l'avantage principal, c'est que ça a été évalué de façon longitudinale. On passe au deuxième. Donc, le Hammersmith Infant Neurological Examination. C'est un test que, à l'hôpital, donc à l'hôpital de Montréal pour enfants, je suis très familière avec ce test-là, mais il y a aussi le neurologue qui va évaluer plusieurs des items liés au test. Donc, c'est un test qui va souvent là, se faire de façon multidisciplinaire, donc par plusieurs professionnels pour arriver avec un score d'équipe à la fin. C'est une évaluation aussi, donc c'est intéressant, c'est bref, standardisé pour l'évaluation des nourrissons ici jusqu'à l'âge de 24 mois. Le INI est basé sur le développement moteur normal. Il est validé, donc, chez des enfants au développement moteur normal. Puis l'avantage de ce test-là, c'est qu'il y a une excellente validité inter-observateur. Donc, ça va permettre aux cliniciens d'évaluer vraiment l'âge auquel chacun des jalons du développement sont atteints. Puis c'est un petit peu plus détaillé que le test que je vous ai présenté là, juste avant, donc que le « ou ». Parce que celui-ci, il y a des gradations qui sont intermédiaires. Donc, le physiothérapeute va avoir un rôle au niveau des tests de jalons du développement dans cette évaluation-là. Donc, c'est dans la section 2 du test. Il y a 8 items qui vont évaluer le progrès développemental. Moi, à l'hôpital, c'est le neurologue qui va s'occuper là, des items précédents. Donc, posture, nerf crânien, tonus musculaire, réflexes et réactions, comportement. Puis ensuite, moi, je m'occupe de la partie développement. Il n'y a rien qui dit que c'est un neurologue ou un physiothérapeute ou un ergothérapeute qui devrait administrer ce test-là. Donc, c'est intéressant dans un contexte où on n'a pas nécessairement une équipe multi, puis on veut tout évaluer aussi, là. Donc, vous avez ici un petit sommaire du test. Vous voyez à gauche chacune des positions ou des habiletés qu'on veut venir évaluer. Puis, vous voyez que l'évaluation des items se fait sur une échelle, donc qui varie entre 0 et 3, 0 à 5. Très facile. À la fin, on fait une somme on additionne en fait nos résultats, puis on en vient avec une conclusion. Donc, vous voyez, c'est très visuellement intéressant comme test à administrer. Le CHOP INTEND, le troisième test dont on voulait discuter, que le docteur précédent, là, dans la conférence précédente, a abordé, donc avec d'autres tests. Donc, c'est le Children's Hospital de Philadelphia Infant Test of Neuromuscular Disorders. C'est un test qui, à la base, a été développé pour les patients qui sont diagnostiqués avec l'amyotrophie spinale de type 1 et qui sont non ambulants. Ça comprend plusieurs items, principalement des items où le patient participe de façon active. Okay? Donc, on a des objectifs, des tâches qui sont orientées sur des objectifs qui sont dirigés, mais aussi des items qui sont spontanés. Puis, il y a des réflexes qu'on essaie d'éliciter en tant que clinicien avec ce test-là. Ça comprend des items avec gravité puis sans gravité, ce qui n'est pas toujours facile avec les patients qui souffrent d'amyotrophie spinale de type 1. Puis, chaque item est évalué sur une échelle de 0 à 4. Ce qui est très intéressant en clinique avec le CHOP INTEND, c'est que les items les moins bien tolérés se trouvent à la fin du test. Donc, on y va en ordre, on minimise les changements de position, puis les positions sujettes à de mauvaises tolérances. Donc, ça, c'est un test qui est vraiment idéal en clinique pour les nourrissons qui sont super fragiles, qui sont très, très faibles, mais ça peut aussi être utilisé avec des enfants de d'autres âges. En tout, il y a 16 items. On veut avoir un score de 64 points au total. C'est un test qui est rapide à évaluer. Okay? Chez un enfant qui vient voir en clinique, qui est un petit peu fragile, qui a une hypotonie qui est sévère, ça peut là, prendre par contre jusqu'à à peu près 1 heure, considérant les pauses, puis aussi gardant en tête qu'on veut la meilleure performance. L'environnement idéal pour administrer ce test-là, c'est tôt le matin, 1 heure après le repas ou toujours à la même heure, pour s'assurer là, que nos scores se suivent là, de façon appropriée dans le temps. L'enfant devrait juste porter une couche. Le parent peut être présent au niveau du test. On évalue des jeunes enfants. Puis les pauses aussi sont permises. Les jouets sont permis. Dans un cadre de recherche, on va essayer de toujours utiliser, par exemple, là, notre chère Sophie la girafe, connue internationalement. Mais dans un contexte clinique, tous les jouets sont permis. Donc, tout ce qui peut attirer votre enfant là, à participer, bien, c'est permis. Vous êtes aussi permis pour une motivation et le parent aussi. L'idéal, c'est de tester ces items-là sur un matelas ferme et non sur un lit. Vous voyez à droite un petit
En fait, c'est la feuille d'évaluation du test. Donc, à gauche, vous voyez les items qu'on veut venir évaluer. Juste à droite, vous avez la position dans laquelle on veut faire l'évaluation. Puis ensuite, vous avez votre score. Donc, c'est facile à apprendre. Puis, moi, au début, je le trouvais pas facile. Je me disais, ouh là là, il y en a des items, puis les positions, ça change. Mais je vous dis, il est fait de façon tellement... Ça se suit, là. Chaque item se suit vraiment. On commence avec la position sur le dos, on fait tous les items sur le dos. Après ça, on passe à une autre position. Le manuel d'instruction, il est détaillé, il est très bien expliqué. Puis ce qui est super intéressant avec ce test-là, c'est que la fiabilité et la validité ont été vraiment établies dans le temps. Donc, c'est un bon outil à évaluer chez nos patients. On passe maintenant à quelques évaluations qui sont pour les marcheurs et les patients autonomes en position assise. Donc, le Hammersmith, c'est un test qui a été développé à la base en 2003 par plusieurs chercheurs, notamment de l'Université Columbia aux États-Unis. C'est développé pour évaluer la capacité motrice des patients qui sont non ambulants puis qui ont une ambulation qui est très limitée. Le but, c'est de surveiller leur progression fonctionnelle dans le temps. Plus les années ont avancé, plus on a commencé à évaluer ce test-là, on a réalisé qu'on avait besoin d'un test qui était plus robuste. Donc, il y avait une nécessité de la part des cliniciens pour un outil qui était capable d'évaluer des patients qui étaient un petit peu plus haut niveau. Donc, on est sorti en 2007 avec le Hammersmith Functional Motor Scale Expanded. Donc, ça, c'est la version qui est la plus à jour, puis c'est celle qu'on essaie d'utiliser là, en clinique. Il y a 13 items qui ont été pris du GMFM, donc le Gross Motor Function Measure. Ils ont été ajoutés au test. Ce que ça fait, c'est que ça nous permet vraiment une meilleure discrimination entre les types d'amyotrophie spinale. La fonction respiratoire est aussi prise en compte dans ce test-là. Puis, on est capable de faire une corrélation entre le score du patient puis son nombre de copies d'SMN2, comme on disait précédemment, qui nous aide au niveau sévérité de la maladie. Donc, le nouveau Hammersmith Functional Motor Scale Expanded, c'est un test qui s'adresse aux patients qui ont l'amyotrophie spinale de type 2 ou 3, qui sont ambulants ou pas, puis ça peut être administré là, dès l'âge de 2 ans. Encore une fois, très intéressant, un peu similaire au CHOP INTEND, c'est un test dont les items sont organisés de façon hiérarchique. Donc, ça permet une classification des patients aussi. La fiabilité interobservateur, elle a été démontrée, ainsi que la fiabilité intra-observateur. J'ai un patient qui collabore très bien, ce qui n'est pas toujours le cas. Ça peut prendre à peu près 15 minutes. Moi, je vais être honnête avec vous, ça me prend à peu près 1 heure parce que c'est le fun de jaser avec Sarah pendant le test puis de prendre des petites pauses. Donc, réalistiquement parlant, en clinique, là, prendre à peu près 1 heure. Mais dans le manuel d'instruction, c'est 15 minutes. Avant que le parent vienne en clinique avec l'enfant, important de leur dire, là, faites porter à l'enfant des vêtements le plus confortable possible. On essaie de ne pas porter d'orthèse, pas de chaussures. On prend note de toutes les contractures au préalable au test. C'est indiqué tout ça dans le manuel d'instruction. Il y a 3 items qui sont permis, 3 essais qui sont permis pour chaque item. Puis, l'équipement qui est recommandé est un petit peu plus élaboré que le CHOP INTEND. Donc, on a des enfants qui sont un petit peu plus fonctionnels. On a besoin d'un petit banc, qui est à peu près cette hauteur-ci. On a besoin d'un tapis de sol et on a besoin d'un escalier. Donc, ça, c'est probablement l'élément là, le plus difficile à déplacer. Là. Un escalier de 4 marches avec une rampe et un ruban au sol parce qu'il y a des items où on veut que l'enfant saute par-dessus le ruban. C'est tout. Vous avez ici un modèle. En fait, c'est les premiers items du test. Très bien fait. Vous voyez en haut, là, vous devez indiquer le niveau là, le plus haut de fonction de votre enfant. Puis, à droite, okay, après, vous voyez là, chacun des items, là, si l'enfant a 2, 1 ou 0, à droite, vous voyez le LBC, ça c'est Limited by Contractures. Donc, si l'enfant a des contractures qui sont significatives et qui vous empêchent de performer au test, vous pouvez tout noter. Donc, c'est un test vraiment qui nous donne beaucoup d'informations, puis c'est intéressant là, à réutiliser par la suite. Comme je vous ai dit, c'est un test où les items vont être séparés par catégorie de fonction motrice. Donc, tous les items qui se font dans les escaliers sont à la fin. Tous les items où on est en position assise se font au début. Donc, c'est rapide. On passe au ROLM. Donc, ça, c'est le Revised Upper Limb Module.
Un test qui a été développé pour évaluer la fonction motrice des bras principalement, puis de la main. Très important, puis qui n'était pas inclus dans les outils qui existaient déjà chez les patients qui étaient ambulants puis non ambulants. Donc, ça, c'est un test qui s'adresse aux patients qui peuvent être enfants, mais aussi aux patients qui ont l'âge adulte. Donc, habituellement, ça peut être complété par des enfants aussi jeunes qu'à l'âge de 30 mois. C'est un test dont la fiabilité et la validité a été établie de façon là, très, très, très en détail par une de mes collègues, d'ailleurs, Elena Mazzone, qui travaille en Italie. C'est un test qui détecte adéquatement les changements au fil du temps chez les patients qui sont beaucoup plus faibles, mais aussi chez les patients qui sont beaucoup plus forts. Avec tous les nouveaux traitements qui existent, on regarde un petit peu plus à long terme, puis c'est exactement ce qu'on recherche, des tests qui vont être capables de venir discriminer au fil du temps chez des patients qui sont un petit peu plus forts. Ça élargit aussi la gamme de fonctions qui sont capturées par le Hammersmith, ce qui est intéressant. Puis, c'est beaucoup utilisé, ce test-là, dans des études d'histoire naturelle de la maladie, mais aussi au niveau d'essais cliniques. Ça comprend 20 items en tout. Puis, dans le manuel, ça dit que ça devrait prendre à peu près 30 minutes. Encore une fois, moi, ça me prend plus que... Non, 20 minutes, pardon. Moi, ça me prend un petit peu plus que 20 minutes. Parce que là aussi, on a du matériel qui est vraiment intéressant. On a des petites lumières, on a des petits poids, on a des contenants. Donc, souvent, c'est bien le fun pour les enfants. C'est un jeu, ce test-là. Je vous dirais que, réalistiquement parlant, avec un enfant d'à peu près 4 ans, ça peut prendre 1 heure. Donc, vous avez ici à gauche les items, le premier item, en fait, l'item d'entrée du test. Donc, un petit exemple. L'item d'entrée, c'est l'enfant est assis dans sa chaise roulante ou en position assise sur une chaise, puis on lui demande d'amener les mains en haut de la tête. Donc, ce qu'on veut, c'est une belle abduction sans compensation. Puis ça, c'est le premier item du test. Et ça va comme suit par la suite. L'enfant doit être assis dans la chaise roulante si son niveau fonctionnel le plus élevé au niveau position, c'est assis, c'est dans la chaise roulante. Donc, on veut vraiment reproduire là, sa fonction maximale à la maison, OK? S'il est capable d'être assis sur une chaise régulière, puis on n'a pas de compensation, on n'a pas de mouvements latéraux au niveau du tronc, on a un bon contrôle de tête, il peut aussi être assis dans une chaise régulière avec ou sans bras sur les côtés. Donc, c'est à nous de tester la première fois qu'on voit le patient. Puis, toujours important d'indiquer en haut à gauche le bras de préférence, la main de préférence, pardon, parce qu'il y a des items qui vont être administrés des deux côtés, mais il y a aussi des items qui vont être administrés au niveau du côté préférentiel de l'enfant. Et important de mentionner si l'enfant a des contractures aussi. Encore une fois, c'est un test qui est intéressant parce qu'on peut administrer, puis c'est conseillé d'administrer les items selon l'ordre du manuel. Donc, on limite encore une fois les changements au niveau des tâches. Okay? On va faire quelques tâches, par exemple, avec des poids. Bien, les items avec les poids se suivent, sont un après l'autre. Le patient devrait préférablement pas porter d'orthèse thoracique pour ce test-là, ni d'assistance technique. Si on a un enfant qui s'assoit dans une chaise roulante, est capable de maintenir une belle posture, mais c'est avec l'orthèse thoracique, bien, on va la garder, mais on va s'assurer qu'à chaque fois, à chaque évaluation, l'enfant porte l'orthèse thoracique. Il y a 3 items qui sont permis, il y a 3 tests, qui sont permis pour chaque item. Puis, vous voyez en bas à droite une petite photo du matériel, donc de l'équipement qui est recommandé pour ce test-là. C'est un petit peu plus élaboré que pour les items, pour les tests précédents, mais somme toute, c'est du matériel qui est facile à se procurer. On parle d'un petit contenant Ziploc rond de 8 onces, une petite lumière avec un bouton, 2 verres en plastique, un crayon HB. Donc, il faut planifier à l'avance avant de voir le patient, mais ce n'est pas du matériel qui se doit d'être acheté à un endroit là, spécifique. On passe à un test dont je voulais vraiment vous en parler aujourd'hui. Donc, probablement tout le monde ici dans la salle est familier avec le 6-minute walk test, un test qu'on aime bien en physiothérapie. La raison pour laquelle je voulais vous en parler, c'est parce qu'il y a de l'évidence avec ce test-là chez les patients qui ont la myotrophie spinale. Là, vous allez me poser la question, pourquoi tu ne nous parles pas du time up and go? Parce que l'évidence, elle est limitée
chez les patients qui ont l'amyotrophie spinale. Donc, c'est un test qui est validé, le Time Up and Go, chez des patients qui ne souffrent pas d'amyotrophie spinale, mais au niveau des tests de marche, c'est vraiment le 6-minute walk test actuellement qui est capable d'être plus spécifique à cette clientèle-là. Puis, il y a plusieurs études qui ont été faites au niveau des 10 dernières années, puis c'est concluant. Donc, comme vous savez, c'est un test qui est conçu pour mesurer la distance parcourue pour les patients qui ont l'amyotrophie spinale autour d'un parcours de 25 mètres. On parle d'une durée de 6 minutes. Il s'agit d'une évaluation objective de la capacité d'effort. Donc, c'est représentatif comme test au niveau de la capacité de la personne parce que l'intensité du test, elle est auto-sélectionnée, évidemment. Puisque une étude publiée en 2010 par Jacqueline Montes a confirmé, c'est que c'est un test qui peut être réalisé en toute sécurité chez les patients qui sont ambulatoires atteints d'amyotrophie spinale de tout type. D'autres collègues de l'Université Columbia à New York, donc Sally Dunaway, en est venue avec la conclusion que c'est une évaluation qui est fiable et fonctionnelle chez les enfants qui ont l'amyotrophie spinale. Puis ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi un test qui est capable de venir capturer le niveau de fatigue du patient, ce qui est une des problématiques les plus importantes chez cette clientèle-là. Donc, intéressant. C'est aussi capable de venir tester, de venir conclure qu'il y a une diminution de la vitesse de marche de la première à la dernière minute chez le patient qui souffre d'amyotrophie spinale. Ça, ce n'est pas observé chez les autres maladies neuromusculaires. Donc, il y a une diminution de la vitesse de marche entre le début et la fin du test qui est significative, qui est très importante. Puis, les données longitudinales, donc une étude qui est sortie en 2013, montre qu'il y a aussi une claire diminution là, au niveau de la performance à ce test-là au fil du temps chez les patients qui suivent l'histoire naturelle de la maladie. Donc, on aurait pu en discuter pendant des heures, mais de faire une petite introduction au niveau de ces tests-là, ça soulève des questions parce que vous en avez entendu parler au niveau des derniers jours, vous êtes dans le domaine, vous savez qu'il y a un gros changement au niveau de l'histoire naturelle de l'amyotrophie spinale. Donc, on se pose bien des questions pour le futur. Moi, ma question principale aujourd'hui, c'est est-ce que les outils qui sont utilisés actuellement sont suffisants ou des adaptations seront nécessaires dans quelques années parce qu'on va se retrouver avec des patients qui sont beaucoup plus fonctionnels qu'aujourd'hui. Quels seront aussi les impacts sur nos résultats avec de nouveaux traitements disponibles? Est-ce que de nouvelles mesures seront nécessaires? Est-ce qu'on va devoir aussi développer de nouvelles normes de référence? Parce qu'actuellement, nos normes de référence pour ces patients-là, c'est un suivi de l'histoire naturelle de la maladie selon chaque type. Donc, je pense qu'il y a une nécessité de formation, puis c'est important d'être à jour au niveau de la littérature, à jour au niveau des évidences, puis aussi à jour au niveau des projets de recherche actuels dans le domaine, parce que c'est un monde en plein changement. Donc, en tant que clinicien, ce qui est super important pour nous, c'est de savoir, c'est quoi nos ressources. Donc, je vais administrer ces tests-là, où je peux les trouver. Donc, ce qui est bien intéressant, c'est que la majorité des tests sont disponibles sur le site Internet du Centre de recherche clinique de l'amyotrophie spinale de l'Université Columbia. Donc, vous allez simplement sur le site de l'Université Columbia, vous tapez centre de recherche clinique sur l'amyotrophie spinale, puis vous allez avoir accès à tous les tests à télécharger en format PDF. Vous allez aussi avoir accès au manuel d'instruction. Il n'y aura pas un assistant qui va venir à la maison, mais presque. Puis, c'est gratuit. Il y a aussi plusieurs autres ressources qui existent pour les questions. Il y a Dystrophie musculaire Canada, qui est le grand organisateur de l'événement, merci. Il y a Cure SMA aussi, qui peut être une belle ressource. Puis je voulais simplement glisser un mot. Ça a été mentionné dans les présentations précédentes ce matin, surtout celle de Dr. Christiane, mais c'est important de garder en tête, en tant que thérapeute, on veut toujours être à jour sur les nouvelles évidences, mais on veut aussi être à jour sur les standards de traitement. Donc, ça aussi, c'est disponible en ligne. Ça peut affecter notre pratique quotidienne de façon significative. Donc, en 2017, il y a eu une nouvelle déclaration de consensus qui a été mise à jour sur les normes de soins pour les patients qui ont l'amyotrophie spinale. Donc, ça peut nous atteindre, nous, en clinique, parce qu'il y a une partie qui est réadaptation dans tout ça.
Puis ça soulève encore le point là, qu'il y a beaucoup d'avancées dans les sujets abordés dans les recommandations originales. Il y a des nouveaux aspects sur les soins. Puis ça soulève encore le questionnement, là, qu'est-ce qu'on va faire dans le futur avec l'avènement de tous les essais cliniques et l'approbation de nouveaux médicaments. Mais il y a des guidelines qui sont clairs pour nous en tant que physiothérapeutes en ce qui a trait, par exemple, aux exercices d'étirement, à la station, debout, aux exercices concentriques, excentriques. Donc, il y a beaucoup d'informations. Puis ça peut être intéressant, je pense, pour tout clinicien qui suit un patient qui a la métrophyse spinale en clinique, d'aller réviser ces guidelines de soins-là qui sont aussi disponibles sur Internet actuellement. Donc, ça vient de sortir, là, les nouvelles recommandations, puis c'est à jour. Donc, ça fait le tour du sujet. Je pense qu'on a peut-être 35 secondes pour des questions. Merci beaucoup, c'est vraiment intéressant. Concernant le HINE, dans le fond, ça a été testé sur des enfants qui avaient un développement moteur normal. Le HINE? Le HINE, oui. Oui, je ne savais pas comment le H-I-N-E. Ouais. Oui, c'est un test qui suit le développement moteur normal. C'est ça, mais dans le fond, si on l'utilise chez un enfant qui ne suivrait pas le développement moteur attendu, est-ce qu'on va pouvoir avoir... Il n'y a pas accès à des normes, dans le fond, pour dire est-ce qu'il progresse selon les normes attendues pour son profil ou... Non. Fait qu'on va comme avoir un effet plat. OK. Oui. Bon. Mais par rapport à lui-même, on peut le comparer après dans ses scores. Oui, ça peut être intéressant pour le clinicien de faire ce test-là si notre objectif, c'est de voir un changement au fil du temps. Okay. Mais malheureusement, contrairement aux autres tests qui ont été présentés, le HINE, ce n'est pas un test qui est validé chez la clientèle spécifiquement atteinte d'amyotrophie spinale. Par contre, dans un contexte clinique multidisciplinaire, c'est super intéressant parce que ça peut être intégré aussi à l'évaluation du neurologue. Souvent pour des questions de temps. C'est intéressant. Merci. Bon, mais merci. Bonne journée.